Louis Messica, bonjour. Bonjour. Donc, pourriez-vous nous parler des conditions dans lesquelles vous avez fait un doctorat? Oui, bien sûr, bien que ça va me demander un gros effort de mémoire parce que j'ai un certain âge. Lorsque j'étais étudiant, donc j'ai fait différents diplômes. J'ai fait Sciences Po Paris, j'ai fait une licence de philosophie et puis une maîtrise d'économie et d'économétrie, un DES. À l'époque, ça s'appelait un DES, et pas un DEA, d'économie. Il n'y avait pas le système LMD comme aujourd'hui. J'ai commencé à définir un sujet de doctorat, mais j'ai été pris par toute une série d'activités, et notamment des activités d'écriture de livres, des activités également de recherche, mais non centrées sur l'écriture d'une thèse. Et le temps a passé. Et donc il s'est passé quand même presque, je dirais, une bonne dizaine d'années entre le moment où j'ai fini mes études d'enseignement supérieur et le moment où j'ai passé mon doctorat. Et en fait, je n'ai passé mon doctorat que pour la seule et unique raison suivante. J'étais assistant à l'université de Paris-Dauphine à l'époque, et la loi a changé, et pour pouvoir enseigner en troisième cycle, je faisais un séminaire de troisième cycle, il fallait être docteur. Et je n'étais pas docteur. Et donc, j'ai décidé de passer mon doctorat pour pouvoir continuer mon activité d'enseignement et de recherche. Et j'ai passé un doctorat sur travaux, puisque j'avais quand même publié à ce moment-là un nombre significatif d'ouvrages, au moins 6 ou 7, dont La folle du logis sur la télévision. Et donc j'ai hésité entre deux disciplines, l'information et la communication et les sciences de gestion. Et après pas mal de réflexions, j'ai choisi les sciences de gestion parce que c'est vrai qu'une partie de mon travail était de la socio-économie. À l'époque, on n'appelait pas ça comme ça, mais en fait, c'était de l'économie avec une forte dimension sociologique. Et je n'ai jamais eu le sentiment que l'information et la communication étaient une discipline scientifique. J'ai toujours eu l'impression que c'était un champ d'étude, un champ d'analyse, mais pas une discipline scientifique. Alors je sais bien qu'en disant cette phrase, je me fais quelques ennemis dans le secteur des sciences de l'information et de la communication. Mais enfin bon, c'est comme ça. Hein. Et donc j'ai passé mon doctorat en sciences de gestion à l'université de Paris-Dauphine, thèse sur travaux, directeur de thèse Pierre Germiou, qui était à l'époque le doyen de l'unité d'enseignement et de recherche de gestion de Dauphine. Je crois que le président de jury c'était Henri Tesnas du Moncel, qui était président de l'université, et j'avais dans mon jury Alain Touraine et quelques autres enseignants de renom. Ça s'est bien passé. C'est toujours un moment émouvant et très particulier parce que c'est un moment de passage dans la vie, même si on l'a fait tardivement comme ça a été mon cas. C'est spécifique comme thèse parce que la plupart du temps, bon, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, en fait, vous avez synthétisé vos... Voilà, exactement. Quand vous faisiez, à l'époque, je ne sais pas comment ça marche aujourd'hui, mais quand vous faisiez à l'époque une thèse sur travaux, vous faisiez quand même un document, j'ai travaillé pendant plus d'un an, un texte de 150 pages environ, dans lequel je reprenais un certain nombre de mes travaux scientifiques précédents, je montrais les liens qu'il y avait entre eux, j'approfondissais certains des sujets que j'avais traités dans mes ouvrages, et la thèse avait quand même un angle assez particulier, d'ailleurs un peu innovant pour l'époque, puisque c'était sur l'influence des outils de traitement de l'information et de la communication sur la représentation de l'entreprise et de la société. Donc j'étais déjà quand même très intéressé par un sujet qui m'a accompagné toute ma vie, qui était comment les outils de représentation de la réalité, que ce soit l'informatique, l'écriture, la parole, créent des dispositifs cognitifs dans lesquels on va avoir une vision du monde qui n'est pas la même que sans ces outils. Notamment, on sait bien que l'audiovisuel a transformé radicalement le mode de fonctionnement des sociétés, et l'informatique également, et on voit aujourd'hui avec Internet
une nouvelle transformation cognitive. C'est-à-dire que grosso modo, la thèse que je défendais à l'époque, c'était que les technologies cognitives avaient une influence majeure sur la façon dont nous communiquions, sur la façon dont nous calculions, sur la façon dont nous raisonnions. Et mon terrain de démonstration principale, parce que c'était une thèse de sciences de gestion, c'était l'entreprise. Vous avez étudié, vous êtes allé dans des entreprises? Non, j'ai surtout étudié des débats et des controverses. Je me suis beaucoup intéressé aux controverses. Par exemple, j'ai pris des sujets comme à l'époque, qui étaient des grands sujets de discussion à l'époque, c'était la destruction des emplois par l'informatisation. Et je montrais comment, suivant le niveau où le débat avait lieu, c'est-à-dire le niveau macroéconomique ou au contraire le niveau du secteur industriel ou le niveau de l'entreprise lui-même, la vision de la réalité de cette destruction d'emplois était différente. Et oui, j'avais étudié un certain nombre de cas très précis dans le domaine de la sidérurgie, dans le domaine des télécommunications, donc j'avais regardé un certain nombre de secteurs industriels et d'entreprises, mais ce qui était le plus, je dirais, important dans le travail que j'ai fait, c'était de montrer comment des indicateurs synthétiques de représentation de la réalité transformaient cette réalité. C'est-à-dire quand vous dites, par exemple, que vous allez synthétiser la performance d'une entreprise par son taux de croissance ou au contraire par son taux de profit, eh bien vous avez des comportements humains à l'intérieur de l'entreprise qui étaient de nature différente, suivant que vous fixiez comme objectif la croissance ou au contraire comme objectif le profit. Et l'un des points que j'essayais de montrer, c'était que je vais utiliser une terminologie qui était les abrégés de la décision pour qualifier en fin de compte ces indicateurs synthétiques qui permettaient de résumer une situation en quelques mots ou en quelques chiffres. Et ces abrégés de la décision pouvaient être des instruments cognitifs. C'est Maurice de Montmelin qui parlait de raisonnement aggloméré. Ces raisonnements agglomérés pouvaient vous faire gagner du temps ou au contraire vous envoyer dans le mur parce qu'ils ne permettaient pas de décrire correctement la réalité. Simplifié. Est-ce que vous pensez qu'on développe... Ça, c'était ma thèse. Oui. Vous voyez, ça laisse une trace, hein, parce que vraiment, quand vous m'avez posé la question, je me suis dit, mais je ne vais pas du tout pouvoir en parler. Et je me rends compte que je suis encore aujourd'hui, presque 30 ans après, capable d'en faire un résumé. Et est-ce que vous pensez que vous avez développé une compétence, ou est-ce que ça aide à développer des compétences, ce type de travail? Ah oui, bien sûr. Moi, je pense que la formation par la recherche, c'est la meilleure des formations. Il n'y en a pas d'autre, d'ailleurs. Je pense que quelqu'un qui n'est pas formé par la recherche est quelqu'un qui n'est pas très bien formé. Alors, aussi, je vais me faire des amis en disant ça. mais bien sûr, oui, je pense que vous pouvez faire un test simple, hein, qui est de regarder dans les entreprises ou dans les administrations les différents types de personnalités, et vous apercevrez que ceux qui ont des certitudes, ce sont des gens qui n'ont pas été formés par la recherche, et ceux qui savent douter, ce sont des gens qui ont été formés par la recherche. Et le doute est salutaire dans la prise de décision. Et justement, donc, puisque vous semblez avoir observé un peu tout ça, et vous êtes allé dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup d'administrations, est-ce que vous observez qu'il y a des docteurs là où vous avez travaillé? Écoutez, le diplôme de doctorat en France est un diplôme mal aimé, hein, est un diplôme qui n'est pas suffisamment reconnu. C'est un diplôme qui, parce que, à cause de l'histoire de notre pays, de la séparation entre les grandes écoles et les universités, de la création du diplôme d'ingénieur, du fait que la notion d'ingénieur-docteur est en train de s'acclimater à notre pays, mais n'est pas encore complètement acclimatée. Oui, il y a un énorme problème en France pour les diplômés du doctorat. Que ce doctorat soit scientifique, de sciences humaines ou d'humanité, de sciences littéraires, il n'est pas reconnu comme un diplôme standard, il n'est pas valorisé suffisamment par les DRH, entre un docteur en sciences de gestion, par exemple, et un diplômé d'HEC, ou entre un docteur en sciences de l'ingénieur et un ingénieur de grande école ou même de moyenne école, malheureusement, le docteur n'est pas le mieux traité et n'a pas le meilleur salaire et parfois n'a pas le meilleur job. Et j'ajouterais que
La discrimination va même plus loin, puisque parfois le doctorat est considéré comme un handicap par certains recruteurs, ce qui est totalement surréaliste et la preuve d'une bêtise pyramidale de la part de ces recruteurs. Mais c'est comme ça. Et moi je suis président de l'ESPCI, l'École supérieure de physique et de chimie industrielle, qui est une école de la ville de Paris et qui est une école d'ingénieurs d'un genre très particulier, puisque c'est une école d'ingénieurs qui forme par la recherche dès la première année et qui en plus fait une 4e année de formation qui est une préparation au doctorat, et près de 70% de ces élèves font des doctorats. Et donc c'est l'école d'ingénieurs française qui a le plus d'ingénieurs docteurs. Ils forment des gens exceptionnels, parce que l'ingénieur docteur, c'est ce qu'on peut imaginer de mieux en la matière. Mais c'est malheureusement une école dont le modèle n'est pas encore suffisamment imité. Et moi je pense que l'avenir de ce pays, l'avenir de la France, va dans le sens d'une formation par la recherche, y compris des élèves ingénieurs. Ça concerne les grandes écoles et les autres, pas seulement Polytechnique, Centrale ou l'école des mines, mais ça concerne toutes les écoles d'ingénieurs. Et puis, bien évidemment, il faut vraiment que les directions des ressources humaines des grandes entreprises comprennent que cette discrimination à l'égard des doctorants et des docteurs, qui est en fait une forme de mépris de l'université, et la croyance qu'une formation universitaire est par construction moins bien qu'une formation dans une école spécialisée. Bien, il faut vraiment que ces a priori et que ces préjugés s'effondrent. Est-ce qu'il y a des réformes à faire Il y a surtout des mentalités à changer. Je ne sais pas s'il faut réglementer, s'il faut obligatoirement... on ne change pas les mentalités par décret. Voilà. Donc je pense simplement que les tests CIFRE, par exemple, ça c'est bien. C'est-à-dire que le doctorant rentre dans l'entreprise pendant qu'il fait son doctorat, et que le lien entre les problèmes auxquels est confrontée l'entreprise et le travail que fait le jeune chercheur soit en quelque sorte institutionnalisé par le contrat CIFRE. Le fait que le contrat CIFRE maintenant concerne également les administrations. Moi, par exemple, quand je suis arrivé ici à la ville de Paris, j'ai lancé une procédure de sensibilisation des administrations de la ville à ces contrats, et aujourd'hui on a une dizaine de doctorants qui sont un peu partout dans cette maison et qui travaillent sur des sujets extrêmement variés. Leurs travaux enrichissent et accompagnent en fait les politiques publiques, et plus une thèse est contextualisée, plus une thèse est en situation, et plus elle peut être intéressante et enrichissante. Et puis bien évidemment, le doctorant, il peut trouver un débouché. Je ne dis pas que ça se fait systématiquement. Un contrat CIFRE ne se transforme pas obligatoirement en contrat de travail, mais enfin quand même, d'abord ça a permis quand même au doctorant de se familiariser avec l'entreprise ou avec l'administration, donc avec un univers de travail classique, et en même temps, ça peut déboucher sur un vrai contrat de travail, et ça peut vraiment apporter quelque chose aux administrations et aux entreprises. Donc je pense que les contrats CIFRE, c'est une chose qu'il faut accroître et soutenir. On aide également des associations, par exemple une association qui s'appelle PhD Talent, qui est une association de doctorants dont l'objectif est de valoriser le doctorat. Donc là, on est effectivement au niveau du changement des mentalités et de la sensibilisation. Et donc ils ont un salon que nous soutenons financièrement, et ils ont un concours d'innovation. Moi je pense que c'est vraiment les changements de génération dans les DRH qui vont permettre de régler le problème, et puis bien sûr le rapprochement grandes écoles, universités. Alors, j'ai dit beaucoup de mal du système français. Il faut quand même reconnaître que certaines universités portent également une part de responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a des doctorats qui ne sont pas de qualité suffisante. D'ailleurs, c'est souvent ça, quand vous discutez avec les DRH,
ils vous disent oui, mais la qualité est inégale. Et pour moi, des RH, le niveau de qualité standard est quand même le critère essentiel. Et donc, quand je recrute un élève d'une école des mines en région, je sais à peu près quelle est la qualité de la personne que je recrute. Or, il y a des différences spectaculaires entre la qualité des docteurs qui sont liées à une certaine forme de laxisme, il faut bien appeler les choses par leur nom, de la part de certaines universités dans le fait d'accepter quelqu'un en thèse, voire même d'accepter qu'il soutienne sa thèse, alors que, en aparté, les membres du jury vous disent ce travail n'est ni fait ni à faire. Et ça, c'est pas bien. Et donc, les universitaires ont une vraie responsabilité. Leur boulot à eux, c'est d'être courageux. C'est jamais simple quand vous avez quelqu'un en doctorat de lui dire il faut que vous renonciez. C'est jamais simple de lui dire vous ne pouvez pas soutenir parce que ce travail n'est pas de suffisamment bonne qualité. Mais je pense qu'il faut avoir le courage de le faire si jamais on veut justement améliorer le niveau de qualité des doctorats et faire en sorte que les doctorats soient une garantie pour le recruteur d'un certain talent de la part de celui que l'on cherche à recruter. Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, oui, il y a plein de profils, oui. Chaque personne est différente, alors que quand on rentre dans une école, c'est vrai qu'on rentre un peu dans oui, bien sûr, un format. On ne peut pas avoir la même, entre guillemets, standardisation du doctorat qu'on a, par exemple, d'une école d'électronique. Vous avez parfaitement raison. Mais quand même, là je parle dans la même discipline, dans la même université, vous avez des différences de qualité des docteurs qui sont directement liées au fait que certains universitaires n'ont pas envie de s'embêter et acceptent la soutenance bien qu'ils n'en pensent pas moins. Et ça, c'est ça qu'il faut changer. Donc, quand je parle de changement de mentalité, ça marche des deux côtés. Il faut que ça change dans les entreprises et dans le monde administratif, parce qu'il y a aussi un ostracisme absolument incroyable à l'égard des universitaires dans les grandes administrations, dans la haute administration, si vous voulez. Il y a cette tradition, en quelque sorte, du haut fonctionnaire qui considère que le grand universitaire n'est pas un complément, mais un adversaire, voire un ennemi. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et par ailleurs, vous avez un vrai sujet du côté des universités, où là, il faut que les responsables, tous les enseignants habilités à diriger des recherches, ayant leur HDR, eh bien, doivent savoir que l'habilitation à diriger des recherches, c'est une vraie responsabilité, et ils doivent assumer cette responsabilité, et ne pas faire preuve parfois d'un petit peu de lâcheté, donc les choses par leur main. Est-ce que ça pourrait passer aussi par, sans aller peut-être jusqu'aux chiffres, mais avec des sortes de stages ou faire une partie du temps en entreprise parce que le chiffre, le problème c'est que on peut être pris totalement par le travail et ne plus avoir le temps pour faire de la recherche. Normalement, la bourse CIFRE, c'est une bourse où on doit être capable de faire les deux. Moi, je suis désolé, je veux dire, un doctorant, quand il obtient une bourse CIFRE, il doit faire sa recherche et l'entreprise ou l'administration est le terrain de sa recherche. C'est là où il doit avoir les contacts, mais c'est pas un salarié comme un autre. Donc là, il ne faut pas non plus détourner en quelque sorte la bourse CIFRE, si jamais il y a des entreprises ou des administrations qui considèrent que c'est une manière d'avoir des salariés à moindre coût, ça c'est tout à fait inadmissible. Oui, les stages, enfin, il faut faire attention avec les stages. Non, mais... Je veux dire, quand on est doctorant, voilà, surtout les stagiaires, vacataires, précaires, on sait aussi quand même qu'il y a un moment où c'est pas la meilleure manière de reconnaître la qualité d'un diplôme que de multiplier les stages liés à l'obtention de ce diplôme. Donc, moi, mon sentiment, c'est plutôt que il faut expliquer à tous ceux qui embauchent que le doctorat apporte des choses que l'on ne peut pas trouver ailleurs en matière de profil de salarié. Le sens critique, la compréhension de ce que c'est que la recherche, la capacité de douter, de se remettre en cause, la patience, le sens de la durée.
Donc toutes ces choses-là, si vous voulez, c'est le doctorat qui l'apporte. Et donc celui qui a un doctorat, eh bien, il va apporter à l'entreprise quelque chose que les autres ne lui apportent pas. Et une entreprise a besoin de diversité et d'hétérogénéité. Elle n'a pas besoin d'avoir des salariés qui se ressemblent tous. Est-ce que, à la mairie de Paris, est-ce que vous avez des projets dans ce domaine? Comment vous abordez Je ne suis pas la DRH de la mairie de Paris. Moi, ce que je vous dis ce que j'ai fait à la mairie de Paris. J'ai développé une dizaine de bourses CIFRE. J'ai sensibilisé les directions qui maintenant connaissent bien ce mécanisme et proposent spontanément soit des sujets, soit au contraire des candidats à des bourses CIFRE. Moi, ce que je voudrais, c'est que le modèle de l'ESPCI, c'est-à-dire de l'ingénieur docteur, puisse se développer à l'école des ingénieurs de la ville de Paris. Donc on a créé une recherche, un département de recherche à l'école des ingénieurs de la ville de Paris, et on essaye de faire en sorte qu'un certain nombre de ces ingénieurs, lorsqu'ils sont diplômés, choisissent la voie de la recherche. Et bien évidemment, je voudrais que l'administration de la ville recrute davantage de docteurs, et donc par construction un peu moins d'élèves de grandes écoles ou d'énarques. Et vous êtes membre du conseil scientifique de la ville de Paris? Non, le conseil scientifique de la ville de Paris est composé exclusivement de scientifiques. Donc moi je suis celui qui représente le maire au conseil scientifique de la ville de Paris. Le conseil scientifique de la ville de Paris, c'est un outil que nous avons mis en place, qui est présidé par un professeur au Collège de France, monsieur Marc Fontecave, qui est un très très grand chimiste. C'est 34 personnes, c'est paritaire, toutes les disciplines sont représentées, et c'est l'instance qui nous conseille, qui conseille le maire de Paris sur la politique scientifique et la politique universitaire de la ville. Et il se transforme en jury pour tous nos prix, que ce soit Research in Paris, c'est-à-dire l'accueil de postdoctorants et de seniors dans les laboratoires de recherche parisiens, que ce soit Émergence, qui est un programme d'aide à la création de jeunes équipes de recherche à Paris, ou que ce soit Paris 2030, c'est-à-dire notre programme de financement de recherche sur Paris et le futur de Paris. Donc, mais bien évidemment, il nous aide aussi à concevoir un institut d'études avancées de niveau mondial à Paris. Il nous aide à réfléchir sur la place des sciences de l'ingénieur à Paris, dans un partenariat entre Paris et Saclay, etc. etc. C'est une instance extrêmement importante dans le fonctionnement de la ville de Paris. Et bien évidemment, eux sont les plus fervents soutiens du recrutement de docteurs dans les administrations, et notamment dans l'administration de la ville de Paris. Je pense que le fait que nous ayons un conseil scientifique, le fait que nous financions de la recherche, le fait que nous avons une vraie politique universitaire est aussi le symptôme de la volonté de la ville de Paris de considérer que l'université, c'est fondamental pour une ville-monde comme Paris. Merci. Merci.